Bonjour, nous sommes heureux donc de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement du concept Business Talks, qui est un cycle de conférences à thème économique initié par la GIZ, l'Agence de coopération allemande, en partenariat avec l'HK, la Chambre de commerce allemande. Alors, avant de céder la parole à Madame Souad Lahlou, pour nous présenter la GIZ et à Madame Sarah Boukhris, je voudrais préciser aux participants qu'ils doivent cliquer sur Stream à gauche pour voir la conférence en plein écran et avec la fonction chat qui est réservée aux questions et commentaires du public. Je vais donc céder la parole à Madame Souad Lahlou, qui est associée chez Wacklins Atlas Capital et qui est membre du comité directeur de l'HK Maroc. À vous la parole, Madame. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue à ce Business Talk. Je me présente, Souad Lahlou, associé partenaire dans la banque d'affaires et d'investissement Wacklins Atlas Capital et membre du comité directeur de la Chambre. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc, en coopération avec la GIZ, ont décidé d'organiser une conférence digitale unique sous le thème Women in Tech. Cette conférence que l'on appelle Business Talks est un nouveau concept développé dans le cadre de l'initiative spéciale formation et emploi, Invest for Jobs, qui invite les experts d'un secteur spécifique à partager leur expérience professionnelle avec les internautes. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la technologie. La technologie imprègne aujourd'hui tous les aspects de notre société, non seulement en tant que moteur de notre économie, mais surtout en tant que facteur de notre avenir. Malgré un besoin évident d'experts qualifiés dans le secteur de la technologie et des décennies de progrès en matière d'égalité au sein de la sphère professionnelle, les femmes restent sous-représentées. Pourtant, elles représentent néanmoins la moitié des consommateurs. Les nouvelles technologies révolutionnent notre monde et construisent le futur. Il est absolument essentiel que les femmes y participent pour ne pas se voir exclues des opportunités d'avenir. Intéresser les femmes à la technologie passe forcément par une évolution de la société à tous les niveaux. Il faut que le monde soit convaincu, y compris les entreprises, mais aussi les femmes elles-mêmes qui sortent de l'école et qui se mettent sur le marché du travail, qu'elles peuvent avoir n'importe quelle profession et occuper n'importe quel poste dans le milieu technologique. En vue de soutenir les femmes dans cette mission, la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc a invité les experts du secteur technologique au Maroc et en Allemagne à partager leur expérience lors de cet événement, Business Talks Women in Tech. L'accent sera mis sur l'expertise des participants dans le secteur technologique, ainsi que sur leurs projets et les succès individuels. En parallèle, la conférence abordera le rôle des femmes dans le monde du travail à l'aide d'exemples concrets, notamment dans le secteur de la technologie. Globalement, lors de cette conférence, deux questions importantes se posent. Quels sont les défis à relever en tant que Women in Tech? Où trouver les opportunités pertinentes et de quelle manière motiver une nouvelle génération de filles à s'affirmer dans ce domaine? J'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui nos panélistes, que je remercie tout particulièrement pour leur présence et leur partage. Une équipe riche en expérience avec de belles carrières dans le secteur de la technologie. Je commencerai d'abord par Sarah Boukhris, qui représente la GIZ, Naz Silo-Van Dorel, senior IT consultant chez Siemens et cofondatrice de Women All Academy and Consulting, Houda Zawi, Engineering Director chez Altran, Clara Guitroy, cofondatrice et secrétaire générale de l'Euro-Méditerranean Arab Association et chef de projet du programme WISAL pour soutenir la création d'entreprises par les femmes en Afrique du Nord. Et enfin, Vip Klayer, Manager Solution Sales for Azure chez Microsoft. Que la conférence commence. Merci Sarah. Merci Madame Lahlou. Mesdames, Messieurs, bienvenue tout d'abord. Permettez-moi de me présenter. Donc, je m'appelle Sarah Boukhris, je suis conseillère technique à la GIZ. Je fais partie des équipes du programme Partenariat pour emploi et appui aux moyennes entreprises au Maroc. Et je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous. Avant de commencer, j'aimerais
vous remercier pour votre participation à cet événement de la série Business Talks qui a pour thématique Women in Tech. Donc, maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais vous présenter l'initiative spéciale Formation et Emploi à travers son programme au Maroc. Léa, si tu peux passer, s'il te plaît, vers la troisième encore. Voilà. Merci. Donc, le partenariat pour emploi et appui aux moyennes entreprises au Maroc fait partie de l'initiative spéciale Formation et Emploi créée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ, dans le but de soutenir les entreprises et les investisseurs allemands et européens dans leur engagement en faveur de l'emploi et de la formation en Afrique. Lancé sous la marque Invest for Jobs dans actuellement 8 pays, donc à savoir la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie. L'initiative spéciale fournit des conseils, des contacts et un soutien financier pour aider les entreprises à éliminer les freins à l'investissement. Son objectif est de créer jusqu'à 100 000 emplois et 30 000 places de formation, mais aussi d'améliorer les conditions de travail dans les pays partenaires. Et le projet PPE contribue à la réalisation des objectifs du pôle prioritaire développement économique durable de la GIZ au Maroc. Léa, si tu peux passer, merci. Donc, le projet de partenariat pour emploi et appui aux moyennes entreprises a pour objectif d'aider les entreprises à développer leur potentiel afin de créer des emplois durables. Cet objectif est atteint à travers 3 champs d'intervention. Donc, le premier est Business and Invest, qui a comme objectif d'améliorer les conditions d'investissement des entreprises européennes au Maroc. Le deuxième se focalise sur le renforcement des écosystèmes et des entreprises des secteurs cibles. Et puis, le troisième vise à améliorer les capacités des entreprises marocaines de taille moyenne dans les secteurs sélectionnés. Le slide suivant, s'il te plaît. Donc, le projet PPE priorise 2 secteurs, à savoir le secteur automobile et le secteur agroalimentaire, et considère la digitalisation et l'industrie 4.0 comme un secteur transversal. Slide suivant. Afin de mieux répondre aux exigences et aux besoins de nos partenaires, le projet PPE a mis en place une composante appelée Business Desk qui a comme objectif de mettre en contact et de fournir des conseils pour les entreprises allemandes ou européennes qui cherchent à investir au Maroc et les entreprises marocaines qui souhaitent se développer dans des marchés en Europe. Donc, le Business Desk offre la souplesse nécessaire pour identifier et éliminer les freins aux investissements pour les entreprises locales et internationales. Donc, il contribue également à travers ses équipes au développement des projets et l'accompagnement des différentes entreprises à travers des conseils juridiques, techniques et commerciaux. Et le Business Desk fournit également un financement d'amorçage essentiel pour certains projets d'investissement. Donc, le Business Desk est présent à Rabat, mais également à Casablanca à travers la coopération avec la Chambre allemande de commerce qui accompagne les entreprises et les assiste à trouver des partenaires institutionnels et industriels et nouer des relations durables pour les projets potentiels et accéder aux informations pertinentes sur le soutien des différentes institutions allemandes engagées dans l'initiative spéciale. Merci. Donc, le premier s'appelle Tranet.ma, qui est une plateforme de rencontre entre les entreprises qui ont des besoins spécifiques en formation et les établissements et cabinets de formation de proximité. Cette plateforme s'adresse essentiellement aux entreprises marocaines et européennes, mais également aux fédérations, associations et les établissements et cabinets de formation. Donc, je vous invite à profiter des possibilités de networking qu'offre la plateforme Brella pour contacter ma collègue Selwa Hiji qui pourrait vous donner plus d'informations. Merci. Donc, le second projet est un portail de matchmaking B2B qui permet de connecter les entreprises
marocaines et allemandes et de promouvoir les projets, services ou produits de chaque entreprise enregistrée sur la plateforme et éventuellement développer des projets de coopération. Ce portail s'adresse aux entreprises de taille moyenne des 2 secteurs cibles. On souhaite, à travers ce portail, de connecter les entreprises locales et internationales. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je remercie nos panélistes pour leur participation aujourd'hui et toutes les insights qu'ils vont fournir. Et je vous laisse les découvrir. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Bouchrif, pour la présentation donc, de cette initiative. Pour notre premier débat de la série donc, Business Talks, la GIZ et la HK ont saisi l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour débattre d'un sujet d'actualité mettant les femmes à l'honneur, Women in Tech. Comme nous le savons, le débat sur la disparité des genres dans les métiers scientifiques et techniques est récurrent. Ce thème devient de plus en plus important dans nos sociétés où les sciences et les technologies prennent une place prépondérante et prennent donc une place beaucoup plus importante. Néanmoins, si les sciences et les technologies continuent à être définies principalement par les hommes et que les femmes continuent à être mal représentées et peu reconnues dans ces disciplines, nos sociétés risquent de souffrir de manière générale. Il devient donc primordial que les voix et les actions des femmes soient entendues et légitimées sur ces sujets. Les stéréotypes sur les filles les représentent comme moins intéressées ou moins douées pour certains sujets, comme par exemple les mathématiques, les sciences et les technologies. Cela réduit incontestablement leur accès à des emplois plus rémunérateurs au marché du travail, offrant davantage de débouchés. Cependant, quand on encourage une participation égale dans les études scientifiques, les filles excellent véritablement. Preuve en est les chiffres publiés récemment par l'UNESCO et qui démontrent que les plus fortes représentations de femmes parmi les diplômés en ingénierie se situent notamment dans les pays du Maghreb avec un taux dépassant les 42% de femmes ingénieures au Maroc, par exemple. Comment expliquer alors que les femmes soient aussi peu nombreuses au sein de cet univers à l'heure où leurs compétences sont statistiquement reconnues comme supérieures? L'écart entre hommes et femmes dans ce domaine est-il lié aux attitudes et au partage des rôles bien ancrés dans différentes sociétés qui encouragent les filles à suivre des filières soi-disant plus douces? Le même phénomène est-il constaté dans les pays développés ou en développement? Comment parvenir à plus d'égalité entre hommes et femmes dans le domaine de la technologie? De toute façon, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Par rapport à votre question, quand j'étais petite, j'étais effectivement passionnée par les matières scientifiques et notamment les mathématiques et tout ce qui est technologie à l'école. Je participais souvent à des concours qui sont parascolaires, qui ont un lien direct avec la technologie. Et également, j'avais la passion de bricoler à la maison. Et je me rappelle très bien quand j'avais 9 ans, je vais vous raconter une petite histoire qui a marqué quand même mon enfance. J'avais un petit oiseau qui est devenu sale et j'ai décidé de le mettre sous la douche. Donc le petit oiseau a commencé à trembler. Et voilà, donc j'avais comme solution de le faire sécher assez rapidement. J'avais effectivement le sèche-cheveux qui était malheureusement en panne. Donc j'ai pris le sèche-cheveux, les tournevis et pour la première fois, j'ouvre une machine électrique. Et voilà, donc je devrais le réparer assez rapidement. J'ai consulté le sèche-cheveux, j'ai trouvé qu'il est constitué de câbles, de circuits électroniques et quelques bobines et résistances. Donc, j'ai essayé de checker et de voir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai trouvé qu'il y a un petit circuit, il y a une petite rupture dans le circuit électrique. J'ai essayé de le réparer.
Et j'ai refermé le sèche-cheveux et devinez quoi? Enfin, ça a marché. J'ai pu réparer justement cette petite machine qui a pu me sauver le petit oiseau. Donc, j'étais très fière de ce que j'ai fait. Et voilà, j'étais très contente parce que j'ai pu réparer la petite machine, le sèche-cheveux, et en parallèle de sauver mon oiseau. Et en parallèle, j'avais mon oncle qui a eu justement son diplôme d'ingénieur d'une école de renommée à Paris et qui a décidé justement de revenir au Maroc malgré les opportunités qui étaient offertes justement en France. Donc, j'avais compris alors que le Maroc a besoin de nous, a besoin de ses compétences, a besoin justement de cette richesse humaine pour créer de la valeur, pour changer la donne et pour faire sortir le Maroc du statut sous-développé. Donc, j'ai intégré par la suite une école d'ingénieurs. Et je me rappelle aussi que lorsque j'étais en entretien pour intégrer cette école, un membre de jury m'a posé la question sur le fait que je sois une femme et que l'école, c'est une école de mécanique, qui a une spécialité mécanique. Et la matière principale, c'est les procédés de fabrication mécanique et les gens portent bleu et qui travaillent avec des lubrifiants. J'ai trouvé que la question était étonnante du fait que même les femmes peuvent porter les blouses blanches et travailler sur les machines. Donc, j'ai intégré effectivement l'école et après 5 ans, j'ai pu avoir mon diplôme d'ingénieur d'État avec une mention très, très bien. Effectivement, j'étais fière aussi. Et voilà, juste après, j'ai intégré une multinationale de fabrication de câblage et de faisceaux électroniques qui est située à Casablanca. Et j'ai découvert un milieu industriel masculin et rigide pour une fille de jeune âge. Je me rappelle aussi qu'il y avait une différenciation entre les rémunérations de jeunes lauréats, même s'ils ont le même diplôme, même s'ils ont le même parcours. Donc, j'ai décidé justement de changer cette donne, de montrer que seule la compétence et le sérieux qui comptent, que ce secteur qui était presque nouveau pour le Maroc peut donner de la place à de jeunes combattantes qui veulent réussir et marquer leur empreinte dans le secteur industriel. Et je pense que nous avons réussi. Et je pense, au nom de toutes les femmes qui ont démarré dans ce secteur, dans ce parcours professionnel à l'époque, que nous avons réussi à marquer notre territoire, à passer ce message que nous sommes capables et que ces jeunes lauréates sont de plus en plus présentes dans ce secteur, que ce soit automobile et aéronautique. Et aujourd'hui, je suis directeur of engineering à Atran Maroc et j'encadre tous les jours à peu près 650 ingénieurs et techniciens, dont 43% sont des femmes. Et j'en suis très, très fière. Merci. Bravo, Madame Assaoui, je vous remercie et vous représentez vraiment, disons, une des compétences les plus en vue dans ce secteur justement des nouvelles technologies ici au Maroc. Je vais me tourner vers Madame Clara Griswold, qui est secrétaire générale de l'EMA, Euro-Mediterranean Arab Association. Vous êtes également responsable du projet CEO and IT Decision Makers for the Digital Transformation of the Tunisian Economy. Donc, je vais vous demander d'abord, dans un premier temps, de nous en dire un petit peu plus sur ce projet et sur votre quotidien au sein donc de ce projet. Merci beaucoup pour cette introduction. Ça fait un grand plaisir d'être ici parmi
vous aujourd'hui et vraiment mes félicitations, Houda. Je suis vraiment ravie d'avoir écouté ce discours avant et le projet que je vais brièvement présenter, il tourne peut-être un peu autour des personnalités comme vous, je l'espère enfin. C'est un programme qui vient juste de naître et de commencer et qui aussi fait partie de cette initiative spéciale pour la formation et l'emploi de la coopération allemande qui a été mentionnée auparavant. Juste que ce programme, pour le moment, a lieu en Tunisie et il tourne autour donc d'un point clé pour la digitalisation de toute l'économie. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise en général, il doit s'adapter aux besoins de la digitalisation et c'est pour ça qu'il faut avoir les cadres et les décideurs dans l'éthique dans les entreprises qui puissent passer au changement et à l'application donc des technologies pour vraiment performer. Et nous avons constaté ensemble avec une association clé dans ce domaine en Allemagne qui s'appelle Voice qu'il y a donc un grand intérêt à aussi renforcer les structures existantes en Tunisie et au Maroc aussi d'ailleurs pour représenter les intérêts des décideurs et des ingénieurs dans le domaine d'éthique. Même on peut constater qu'en Allemagne que la fonction du CEO, donc du Chief Information Officer, est devenue même plus importante parfois que celle du chef d'entreprise ou de la chefa de l'entreprise, donc du CEO. Et c'est très important donc de bien qualifier et de les mettre aussi en réseau. Je suis ravie d'avoir entendu des 43% de personnes formées chaque jour ou dans 43% de femmes dans votre entreprise. Mais en général aussi, nous prévoyons d'avoir une approche genre pour aussi attirer plus de femmes encore en poste de décision, pas seulement dans le domaine d'éthique, mais en poste de décision. Et tout cela, bien sûr, avec des partenaires, notamment la HK de Tunisie ou la GIZ à Tunis, mais on envisage aussi de faire des activités en commun avec donc, les partenaires au Maroc. Il y a par exemple un partenaire homologue qui s'appelle OSIM, Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Et donc par là, on veut aussi créer un réseau régional et international entre l'Allemagne, l'Europe et l'Afrique. Je pense que c'est suffisant. Merci beaucoup Clara. Nous sommes donc en train de parler des parcours des unes et des autres, tous aussi brillants les uns que les autres. Et je vais m'adresser maintenant à Wiebke, là où il y a Laye. Je poserai ma question donc en anglais. Mrs. Laye, you are currently the Azure Solution Sales Manager in manufacturing at Microsoft. What are your responsibilities and how did you come to choose a technical profession? Yes. Can you tell us? Yes, I can. And thanks for letting me respond in English. My French is not that fluent, so that's definitely better. Yeah, actually, I do have a business background. I am working for Microsoft indeed, leading a technical area, but I do have a business background. And I would say I'm not techie by education, but by heart. So when I started my career, I consciously decided to jump into cold water and basically leave traditional business areas like investment banking or consulting behind. I always knew that I wanted to work in an industry that has the potential to change the world, and that's IT. So this is why I made my decision, and it actually has turned out to be the best decision of my life. I don't regret it at all, because I feel that after almost 10 years in that industry, no other industry is actually as diverse as the tech world is. Everyone, I would say, with a growth mindset and willingness to learn, to become even a lifelong learner, is welcome here. And my business background has actually not turned out to be a showstopper at all. Actually, I see it as an enabler by now, because with it, I
see myself as a constant better version. So I'm always keeping myself open-minded for new perspectives. And that's something that's actually really great. So you asked me about what I'm doing at Microsoft. So within Microsoft, I'm leading the German solution sales for Azure manufacturing customers. So basically, when I started 1.5 years ago, I was 29 years old, and I was the youngest manager back then in Microsoft Germany, which made me really proud. And what I do on a daily basis, so basically my team supports our customers to be successful in their digitization journey. That means we consult customers from a sales perspective, but also from a tech perspective with regards to their cloud journey on Azure. And as a people manager, I'm also responsible, and that's actually something that I love about my job, yeah, for the development of my team, for each and every one in my team. And at Microsoft, we follow an approach of leadership that's linked to model, coach, and care. And I coach towards a growth mindset. So meaning for me that actually, I think that everyone can be a leader, no matter of rank or title. And that's something that's really important to me. And also I lead by strength. So I make sure to understand each and every one individual strengths and make sure that everyone applies them daily, because that's what keeps you motivated. And yeah, that's something that I'm really passionate about, helping my team to develop their careers in tech. Thank you. Thank you very much, Maya. Mrs. Cleo Van Noren, you currently work as a senior and IT consultant at Siemens. What are your responsibilities and how did you come to choose technical profession? Hi, it's a pity that I couldn't understand what you talk till now, till Wiebke, because my French is similar to Wiebke. So I work at Siemens. Like my English. Yeah, we can practice both. Yeah, I work for Siemens, I think more than half of my life. It's 28 years now. I'm 50 years old, so I started very early. I studied electronics engineering in Turkey. I'm originally from Turkey, even if I've been living in Munich for the last 22 years of my life. Yeah, I started working at Siemens as a young engineer when I was 22 and moved around the world to international projects. And I was delegated to Germany and stayed here for some private reasons. At my current position, I work as IoT consultant, Internet of Things, where we help customers on their digital transformation journey, especially industrial customers. Yeah, that's my responsibility at Siemens at the moment. I'm an engineer. If I talk to people in Germany, they are all surprised because I'm from Turkey, and for a Turkish woman, they cannot imagine being an engineer, etc. That was a cultural shock for me when I came to Germany. Why I became an engineer? I'm from a very poor background in Turkey. I'm a child of a nomadic family. I think most of the girls in Morocco are similar background like me. And I didn't have any stereotyping when I was a child, this environment where I grew up, they didn't know about which jobs are better for boy or which jobs are better for girl. And that was my luck, which we have it very strongly in Western Europe and in America. And that was one of the luck. And the other one, the great opportunity, education opportunity that was given by the state to me. I was sent to boarding school when I was 6 years old. So I stayed all the boarding schools along my life. And I chose it personally when I was 17 to go to engineering because there were two reasons. I was very good in math and very lazy to read the social sciences, etc. And the other reason why I chose it, the cool boys, the smart boys were going for engineering. So I was always in competition with them. Ok, thank you. On va peut-être parler maintenant de la façon dont chacune voit le développement des femmes dans le secteur des nouvelles technologies. Je vais me tourner vers Madame Azaoui et donc je vous poserai la question, comment vous voyez des possibilités de formation pour les femmes au Maroc dans le secteur des nouvelles technologies, justement?
Personnellement, en fait, je pense qu'il y en a plein. Il y a beaucoup de possibilités de formation des jeunes au Maroc. Et je pense aussi qu'il n'y a aucune différenciation entre les femmes et les hommes en termes de capacité d'apprentissage, et notamment dans le secteur de technologie. En effet, la femme a bien montré qu'elle est capable d'analyser, de développer ses compétences et de produire au même titre que l'homme. Je parle notamment dans la conception et la production des machines électromécaniques, des robots que nous apportons aujourd'hui depuis l'étranger. Cela, bien sûr, va favoriser la création de l'emploi, la création de la valeur propre et également, bien sûr, le renforcement de la formation au Maroc, bien sûr. Je parle également de l'innovation dans les secteurs de l'agriculture, médicale, agroalimentaire, textile, linguistique et j'en passe. Dans la médecine, par exemple, nous avons aujourd'hui un nouveau concept qui est la télémédecine. La télémédecine, elle consiste justement à faire des opérations chirurgicales à distance et à manipuler des outils de médecine à distance. On parle aussi des examens médicaux aussi à distance. On parle des applications qui font des examens ou qui détectent les maladies respiratoires ou autres. Donc, rien que ce domaine, on peut créer de la valeur, on peut créer de la formation en associant les matières ou les domaines technologiques avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Donc, oui, il y a plusieurs possibilités de formation des femmes dans le secteur technologique et le Maroc d'aujourd'hui possède, à mon sens, plusieurs écoles et universités de haut calibre qui sont ouvertes pour toutes les populations, hommes et femmes. Et nous avons besoin de cette richesse technologique pour créer de la valeur et continuer au développement durable de notre pays. Madame Guicho, je vous remercie, Madame Azaoui, mais Madame Guicho, nous reviendrons après, peut-être, Madame Azaoui, sur votre avis sur le fait qu'il y ait justement si peu de femmes dans ce secteur-là, même si les potentialités sont très grandes. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Madame Clara Guicho, moi je me tourne vers vous, j'aimerais que vous me parliez de vos expériences. De votre expérience en tant que femme, comment vous avez perçu vos expériences dans le domaine justement des nouvelles technologies en tant que femme? Et est-ce qu'il y a une spécificité de femmes dans ce secteur? Je vais commencer peut-être à vous raconter, parce qu'on se trouve quand même dans le cadre de la Journée mondiale de la femme. Hier, nous avons célébré en Allemagne le Equal Pay Day, c'est-à-dire c'est une journée qui marque le nombre de jours que les femmes travaillent ou gagnent moins d'argent que les hommes par rapport, voilà, dans les mêmes fonctions. C'est-à-dire 3 mois et 10 jours, nous avons travaillé dans les mêmes fonctions pour moins d'argent en Allemagne. Et avec cela, l'Allemagne est le 3e dernier pays en Europe pour les opportunités égalitaires dans la paye. Et avec cela, je voudrais répondre un peu à la question, c'est-à-dire que je pense que l'Allemagne, elle a encore beaucoup à apprendre aussi des pays comme le Maroc. Par exemple, quand je regarde dans le domaine d'éthique, il n'y a en Europe que 17% des femmes qui travaillent dans ce domaine. Et en Allemagne, c'est juste un peu plus, c'est 24%. Donc, un quart des femmes travaillent dans le domaine d'éthique uniquement. Lorsque je regarde la région MENA, il y a beaucoup de pays. Pour le Maroc, je ne suis pas sûre. J'ai trouvé un chiffre un peu bas qui ne semble pas actuel, mais je connais beaucoup de pays où il y a donc 60% des diplômés dans les domaines de l'ingénierie sont des femmes, comme à Oman, par exemple. Et cela est donc très important pour
faire entrer les femmes dans le marché. Et en même temps aussi, on connaît bien sûr aussi la demande de personnel qualifié dans ce domaine partout dans le monde. Donc aussi, il faudrait bien que ce potentiel reste là où, où il peut créer la plus de value, donc sur place. Pareil, en Allemagne, il y a très peu de femmes qui osent créer leur propre start-up. Il y a juste 14% des startups en Allemagne qui sont créées par des femmes. Et cela est vraiment très dommage puisque, donc, comme dans le domaine d'éthique en général, mais aussi les startups, ils sont le moteur pour l'innovation et pour aussi avoir des produits ou des services qui sont donc dédiés aux femmes, c'est quand même un potentiel encore à creuser. Donc, qu'il s'agisse dans tous les pays, il faut croire que dans tous les pays à travers le monde, il y a encore beaucoup d'obstacles pour les femmes pour accéder donc à des secteurs de pointe comme sont le secteur des nouvelles technologies. Alors, Mrs. Naz Silo Panora, why is gender equality your personal concern? What experiences have you had with it, and what problem-solving approaches do you consider to be successful? Yes. So as I said, I've been working as engineer for Siemens for the 28 years. I experienced myself lots of injustices, inequalities, or a few other female colleagues. So my main motivation in my handling, personally or professionally, is justice and equality. And take it that we have so strong injustice in tech, for women in tech, let's say. And I was even angry about myself why I started so late to get involved and as activist for this project, for this initiative. So I started to study the topic, what is generally about gender studies or gender issues in tech 8 years ago, because I didn't want to limit my findings with my own network and my own experiences. And I came to surprise that I was not alone. So it's a general issue around the world, especially in the West. Don't talk about Asia, it's really worse there. So just a few numbers, I think you have the more actual numbers, but as an orientation, we have like 25% female who study STEM, you know, this scientific subjects. Let's say 1 out of 4 human beings. And from this 25, like 43%, let's say half of them, let's say 12% of population starts to a technical job after studying. So that means half of the girls who study technical jobs, STEM jobs, they don't enter a technical job for some reason. And from this 12% who enter a technical job, the 50% of them are leaving the technical jobs within 3 years. I was so shocked with this finding. I said, what is the reason? And I came to conclusion after so many research that the workplace, technical workplace, is very macho. It is designed for man by man. So I think it's not a new finding or learning for most of you, but it was already 8 or 7 years ago, my finding. And I wanted to be active. So I networked with some experts in Germany or around Europe, and we developed concept how to help women, let's say. That was my first failure. I thought, like most of the companies does in Germany or around Europe, let's help women to get into tech, but it is not the issue. I mean, even if they get into tech, they leave it because the workplace is not women or family compatible, let's say woman compatible, technical workplace. Then I've been working to develop solutions for men, not for women, for companies. And yeah, that is the conclusion that I have now. Companies should upgrade their workplaces for women. Unfortunately, it's very macho, it's very woman-friendly, let's say. And
yeah, what can they do? You know, we know, I think you already mentioned the equal pay day. It's one of the issues, but there are many more. It's promotional issues. It's sexual harassment. It is, how it's called, recognition of the performance. You know, I can give you one example. Women tend to have part-time jobs, especially when they have a career break, underqualified jobs. Even they have a good degree and they have all the skills, what's needed, but just because they are mom or they are female, they are less paid. And one of the big technical organizations in Germany, I was shocked to learn, and the home office have been all the time valued as a very, how it's called, bet, you know, it's bet for your promotion. But the company offered all employees more bonuses if they work home office. Before the pandemic, it was like 5 years ago what I'm talking. That means men took this option. They said, okay, let's do home office. And then the value of home office in the promotion got very high immediately because most of the men were doing it, yeah. That means we have lots of issues, but 90% of the solutions lie with the men at technical companies, not with the women. And therefore, my call to all technical employers, if you want to have more women, I think which you have to, because the pipeline for white male is getting less and less. We all know that the demographic changes. That means the birth rate for white people is decreasing, especially male. You know, they don't have sufficient white male to employ for the jobs. And that means you have to address women. You have to motivate women to get at the technical jobs. The other aspect is very important, and most of the companies are not still aware of it, is the following. You know, in the former times, most of the performance of a company was based on efficiency. Yeah, you have an efficient process and you have an efficient manufacturing approach and factory. Everything was based on the efficiency, not on innovation, not on creative solutions. And to be more efficient, I think it is the best if you have 10 times of Thomas, let's say, as employee in a team instead of 10 different female, male, different backgrounds, etc. Yeah? And but if you need to create creative solutions, the 10 Thomas will not bring much innovation. So you have to have various teams. I think that is also one driver what the companies are handling on it. Mm-hmm. There are a lot, but I put them in my book, which will I talk about later. Okay. Wiebke Leijer, please. Is diversity embraced in your work environment? And to what extent is work-life balance promoted? Yeah, it is. It is actually the reason why I decided to pursue a career in IT. I mean, I see all those challenges that you've just mentioned, and it seems to me that I'm super lucky to work for Microsoft because we're super colorful, if you want to put it like this. Yeah, and at Microsoft we actually celebrate diversity, and it is one of our core values. And I see what you said. Yeah, more companies definitely have to make it their core value and like really consciously to decide to celebrate diversity. So we actually have, just to give you an example, we actually have different employee resource groups. So for example, we have Gleam for the LGBTQ community. We have Women at Microsoft, who, by the way, are celebrating a whole week this week of International Women's Day with events and stuff. And also men are always welcome to join. Yeah, so it's super open. We have parents at Microsoft, singles at Microsoft. So it's like super colorful. Yeah, and this is just one example. And you've just talked about how employers have to become more women friendly in terms of working conditions.
And that's also something that I actually value about the IT industry, to be honest, because at least we at Microsoft, we have something that's called work-life flow. So it's like work-life balance, yeah. And we don't have fixed working hours. We work on trust, yeah. So we can work wherever we want, whenever we want. It's just about getting the job done. And this is actually really, really good for balancing career and family. I have 2 kids. I have a son that's 3.5 years old and another one that's 9 months old. So right now I'm getting about 3 hours of sleep, and sometimes I close my laptop earlier if my schedule allows for it, and just spend some time sleeping in the afternoon, to be honest, or just spend some more quality time with my kids. So it's like really flexible, and I really, really value that a lot. And actually, I mentioned we can work wherever we want, and you just talked about home office too. Yeah, so that's something very positive I experienced in the IT industry. It's actually, yeah, and especially in Corona times, to us, it was nothing new. I mean, everyone in the IT, no matter what company, is it Microsoft or another tech giant, we can work at home. So we were already used to it when the lockdown happened, and it's actually supporting this this work-life flow a lot. And already before Corona, it was giving women the opportunity to balance career and kids more easily. Yeah. And I think maybe to pick up on that, Corona has yeah, showcased to me at least that IT is the place to be for women, and I can only encourage more women to pursue a career in IT. I think, especially maybe to give you an example, during lockdown, not even the first one, but now the second one, we realized that it can feel like being always on. I don't know what about you, but sometimes I kind of saw myself being in meetings from 8 a.m. until 8 p.m. With no break. There's no travel time anymore. There's no like me time anymore, not even time to breathe. And at Microsoft, we quickly realized that, and within our leadership team, we came together quickly and decided, okay, we actually have to figure something out to promote emotional well-being, to help everyone survive this pandemic and the situation. And from an inclusion perspective, we made sure to take everyone's individual situation into consideration. So, I mean, media, and obviously we all talk a lot about the families and how difficult it is for kids not being at school and everything, and homeschooling and having this situation where you have to work, you have to balance household, kids and everything. But there's also singles feeling lonely at home, right? And there's also maybe couples living, let's say in Munich, in a one room apartment, yeah, who now have to work side to side. So it's like really different challenges, I would say. And what we did, we decided very quickly, okay, we need to respond to that. So we offered the opportunity to take a so-called caregiver leave. That's 6 weeks of paid time off. And last week we announced that every employee will basically get 5 more additional PTO days, so 5 well-being days, how we call them. And another example, what I did when I realized I'm on the laptop 12 hours a day, I forced myself to go outside, and I decided, hey, why not take the whole team with me, because obviously I'm not the only one having so many meetings. Yeah, so I introduced a Walk with Wiebke, and we're meeting every Friday for 45 minutes via Teams. We're going outside in our cities all over Germany, showing each other the different places, talking about non-business related things, talking about what we're going to do on the weekends or whatever. Just to give each other a break, and to kind of schedule a break, you know, to kind of force ourselves to breathe and to take a break. Yeah. And there's like meditation sessions every day that Microsoft offers. So I guess what I want to say is there are also very positive employers who really actively embrace diversity and well-being, and also
enabling an environment where women are super welcome and where it is even easier to balance career and family. Yeah, so there are positive examples too, but definitely there needs to be more. Okay, thank you. Mrs. Clara Gritchell, vous travaillez en collaboration avec des ministères européens et arabes, des missions diplomatiques, des institutions publiques, mais aussi avec des universités et des entreprises du secteur privé, sur des questions et des projets qui concernent la coopération et le développement économique dans la région euro-méditerranéenne et au Moyen-Orient. Alors vous, en tant que femme, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce domaine? Ou est-ce qu'en définitive, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes? C'est une question particulière et je pourrais donner plusieurs réponses, je pense. Je pense plus on monte peut-être l'escalier de la carrière, plus on se sent un peu isolé. C'est partout comme ça. Donc, ce que je constate, c'est que là où il y a un mix leadership, je me sens mieux peut-être à l'aise, mais en voyageant donc le Nord d'Afrique et le Proche-Orient, je n'ai jamais rencontré des difficultés particulières, à part vraiment un exemple, et c'était pour moi une grande leçon aussi. J'étais à la grande foire de Hanovre, une grosse foire donc économique, et nous avons tenu notre forum arabo-allemand du digital. Et un monsieur de l'Arabie Saoudite est venu pour me parler donc après ma session et pour me féliciter. Et comme par réflexe, je voulais lui serrer la main, donc comme nous le faisons ici, ou faisions, on n'en a plus le droit. Et il a retiré sa main et ça m'a fait un petit coup bizarre. Bon, sans plus, il est venu après pour s'excuser et il voulait absolument me donner la main. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pense? Il faut en même temps aussi que nous avons un peu la souplesse et des deux côtés. Donc, c'est peut-être la seule leçon que j'ai retenue par rapport à cette question. Mais en général, je pense que nous avons ce plafond de verre de partout et que c'est ça, il faut vraiment que les femmes et les hommes, je suis très grand fan de la campagne aussi He for She, donc il faut vraiment avoir plus de femmes dans les postes de direction pour avoir aussi d'autres femmes qui suivent. Oui, l'accès des femmes aux postes de décision est une des problématiques qui est aujourd'hui posée un petit peu partout dans le monde, dans les pays en voie de développement, de façon un petit peu plus criarde. Alors, Madame Azzaoui, je me tourne vers vous et donc je voudrais vous poser une question. Pourquoi, en définitive, puisqu'il y a autant de compétences chez les hommes que chez les femmes, peut-être même un petit peu plus chez les femmes dans certains segments particuliers, comment expliquer qu'il y ait peu de femmes dans le secteur des nouvelles technologies? Comment expliquer cela? Et à quoi ressemblerait le monde s'il y avait un petit peu plus d'égalité? Ok, je prends la question qui me semble très intéressante. Au fait, en effet, au Maroc, il y a un taux d'activité selon le HCP, un taux d'activité des femmes qui ne dépasse pas en général 20-21% contre 71% pour les hommes. J'ai vu aussi je donne aussi quelques statistiques. On n'a que 30% d'accès des femmes à l'éducation, dont uniquement 3% qui passent au poste de direction et de leadership. Le Maroc est placé 143e parmi la liste des pays qui ont entré dans cette étude. Par contre, dans la technologie, et comme vous l'avez bien dit dans l'introduction, les derniers chiffres, contrairement à ce qu'on pensait,
montre que la plus forte représentation des femmes parmi les diplômés d'ingénieurs en ingénierie se situe dans les pays arabes. Et notamment au Maroc, on note un chiffre de 42,2% et en Tunisie, 44,2%. Donc, par contre, il y a des contraintes sociales et familiales en termes d'engagement et nombre d'enfants qui empêchent la femme généralement à intégrer le marché de l'emploi. Honnêtement, je pense que nous sommes vraiment les plus sollicités dans tout ce qui est charge familiale. Je me rappelle très bien quand je voulais voyager pour des missions à l'international, il y a toujours ma fille qui me touchait le pantalon pour me dire « Maman, enfin, je veux que tu restes avec nous. » Ou bien tu me prends dans l'avion, je veux que tu restes avec nous. Ces petits mots, ils creusaient directement mon cœur parce que et ça m'impacte à chaque fois que j'ai une mission, je reçois ces petits mots qui sont touchants, qui nous touchent. Alors que mon mari, il a des déplacements assez fréquents par mois et il n'a aucune contrainte. Et ça, c'est un petit exemple parmi des milliers qu'on vit tous les jours. Mais malheureusement, on est là justement pour assurer cette responsabilité familiale qui se rajoute à notre responsabilité professionnelle. Donc, et justement, par rapport à votre deuxième partie de la question, comment ressemble le monde si plus de femmes intègrent le domaine professionnel, je pense sincèrement que la présence féminine dans le milieu professionnel joue un rôle très important du fait de leur rigueur, de leur capacité d'animation et de communication et de leur créativité. La femme a généralement des dons qui dépassent parfois les capacités des hommes et qui apportent un équilibre naturel avec une certaine sérénité dans le monde professionnel. Typiquement, à Altran Maroc, nous avons, comme j'ai dit, au global, un taux de 43% de la présence féminine, mais selon les domaines d'application, les domaines de technologie, par exemple, on a dans la partie life science, on peut compter 80% de la présence féminine. 80%, qui est énorme. Dans la qualité et la supply chain, qui sont des périmètres que je pilote actuellement, on est aux alentours de 63%. Dans l'ingénierie système et la prévente, qui sont des domaines purement technologiques et innovatrices, on parle d'un taux qui envoisine les 52%. Après, on a un taux aux alentours de 31-32% dans tout ce qui est conception mécanique, conception électrique, dans tout ce qui est développement et de la carrosserie, style, moteur, etc. Et cela représente une multitude de métiers que la femme est présente tous les jours et donne de la valeur ajoutée et crée de la valeur et contribue justement à donner plus de valeur, plus d'importance à notre métier. Et là, sincèrement, j'en suis très, très fière de cette présence féminine. Je vous remercie, Madame Assaoui, pour tous les éclairages que vous nous avez apportés et je suis heureuse de constater que les pourcentages donc, de femmes dans ces secteurs-là sont réellement importants. Et je rajoute un petit taux que j'ai pas cité tout à l'heure. Dans la leadership team, on est pratiquement à la quasi-totalité, à la quasi-moitié
on est à 50% femmes dans l'équipe leadership team à Altran Maroc. Merci beaucoup. Je rappellerai que cette année, la Journée internationale de la femme a été célébrée sous le slogan mondial du leadership féminin. D'accord? Wibke Laye, je me tourne vers vous and I would like to ask you, could you describe a difficult situation you have encountered as a woman in tech in the past? Yes, I can, of course. I think we've all had them, right? Actually, I didn't count the times that I was confused to being an assistant in my career. That happened to me in my early career, and it still happens because in my position, first I'm a woman, and then second I'm a young woman being a leader. So that apparently doesn't happen too often in the world. So maybe one specific situation I can tell you about. One time, I was a speaker at an event. There were several speakers actually, and we were behind the stage, and we were getting our briefing. And then there was one of the speakers, a male participant, a senior leader, who arrived late. Yeah, and so he saw me. I was the only woman, by the way, as a speaker, and so he basically reached out to me and gave me his jacket. Confusing me with, I don't know whom was working there, assistant. I have no idea what job he think I was having. And I guess at some point in your career, when that happens a lot, you get creative in responding in a funny and in a, I would say, ironic way to these things. And I basically said, oh, thanks, that's very gentle of you offering me your jacket, but I'm not cold, and also I already have a jacket myself. So he was super confused, but yeah, that's just one example. It happened to me a lot, and I think what it shows us is very importantly that we still need a shift in mindsets in our society, actually. Yeah, I mean, having a career is nothing male. Yeah, as a female, you can have a career. Women can do it. Yeah, women can do tech, women can do sales, and women can also lead. And you can also be young doing that. Yeah, you don't have to be 50 plus. Yeah, so I think we really need a shift in mindset still. Yeah. Ok, donc avant de vous demander à vous toutes de nous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les femmes soient plus présentes dans ces secteurs-là et comment vous pourriez voir l'avenir dans ce domaine, je vais me tourner vers Naz Silo. I would like to ask you currently, most important topic is gender equality in art. Why is it important to you? And art is free of bias. What impact do you expect? Yeah, as I mentioned, I did a lot to improve the conditions for gender equality, let's say in the analog world, and I was not very successful. So I was looking for another way, and I came across with artificial intelligence. It was 4 or 5 years ago, and I was studying artificial intelligence from the ethical perspectives. So from gender bias perspectives, I was curious, how is it going to happen in the AI, in the artificial intelligence, this inequality, you know, when we have it by 1, and is it by 2 or by 3 or by less, you know, this AI is a better human being than the normal human being. So these were the questions I was asking myself, and then after studying a lot, and I came to conclusion that AI is more dangerous than the analog world in terms of equality or inequality. It's because in the analog world, I always give the similarity. You know, if I'm not happy with the company's solution, then I can go to another company. But in the artificial intelligence, I cannot choose. I'm affected either as subject or object. You know, if as a female engineer, as a female workforce, I'm sending my application to a company. It's no longer that a human being is judging my fitness for this job, but it's an AI. So this AI, if it's a bias in it, which is mainly has a bias in it, then I'm disqualified already at the first step,
you know, and which company doesn't need AI solutions, artificial intelligence? I don't know any. It's not any of them. Every company around the world, every organization, education, health, manufacturing, e-commerce, you know, even climate, energy, self-driving cars, agriculture. We need AI everywhere. And AI is the, if I compare with the previous technologies, you know, that like Industry 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, what we have now, I think the AI is the most critical one because it has a huge human impact interaction. You know, if for a software technology, we were developing and putting in a machine and that machine was running it. But now in the AI, is this software technology or software solution that we are putting in a machine has intelligence in it. If this intelligence is a harmful one, then we are all affected by the result. So therefore, I studied this part again, and I didn't see it only as a risk for more inequality, but I saw it considered as an opportunity to make it better. You know, if we have more qualified women who are developing, designing, and deploying artificial intelligence solutions, and we can develop more humanized AI solutions. There was the vision which we defined for the academy, and we launched the Women AI Academy last year, where we teach women data science skills or other machine learning skills. And we also teach them why they should be involved in this subject. And we are very happy. I think the AI for me is the technology. It's like a lottery to make the world better for women. Because every woman can learn it and everyone can find a job in AI if you are on the right solution. Donc, il faudrait encourager peut-être davantage de femmes à investir ce domaine. Le problème est qu'elles manquent souvent de confiance en elles. Et donc, je vais me tourner vers Madame Guichroch et vous êtes chef de projet de Arab German Mentoring Project WISAL en coopération avec le gouvernement allemand et plus de 30 chambres et associations de femmes de la région méditerranéenne et du Moyen-Orient, et ce depuis 2012. Dites-nous deux mots sur ce projet, quel est votre public cible, et je voudrais que vous me répondiez aussi à une question. Si aujourd'hui, on vous demandait de donner des conseils à des jeunes filles qui aimeraient s'investir dans le domaine des technologies, qu'est-ce que vous leur diriez? Madame Guichroch. Merci beaucoup. En deux mots, ce ne sera jamais possible, mais je vais essayer d'être brève. En trois, il n'y a pas de souci. Comme vous, les Marocaines, le savez très bien, Wissal, c'est un mot qui est très poétique et qui n'est pas seulement en allemand, on dirait pont ou lien, mais qui signifie beaucoup plus, c'est-à-dire vraiment un échange très personnel et profond. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce terme avec notre programme de mentorat qui consiste à mettre donc en tandem des femmes allemandes et marocaines et tunisiennes aussi qui ont beaucoup d'expérience dans leur vie professionnelle et d'autres qui ont donc créé leur start-up ou qui ont besoin, regardless of age, qui ont besoin donc de continuer leur carrière. Et à part cela, donc, il y aura des tandems qui se forment et qui vont travailler au cours d'une année ensemble sur l'amélioration du business dans le domaine d'éthique et autres. Donc, je pourrais vous citer quelques exemples des années passées qui ont participé. Il y a par exemple des femmes qui ont créé des startups dans un système, un système intelligent d'arrosage dans l'agriculture, la création de logiciels pour des cabinets dentaires qui n'existaient pas encore avant, la création de logiciels aussi et d'applications pour la digitalisation de communes un peu éloignées dans le domaine de e-commerce. Et ce que j'ai aussi observé, et ça va peut-être répondre un peu à la deuxième question. Soutien technique pour la conférence Zoom de ma sœur. Voilà. Et il y a beaucoup d'ingénieurs aussi que j'ai intégrés au programme qui ont élaboré de superbes produits
des machines ou des extraits ou n'importe quoi, mais elles n'ont pas, donc elles sont très fortes dans leur matière, mais après il faut aussi avoir d'autres capacités, donc les soft skills ou dans le marketing pour vendre aussi ou pour créer aussi une ouverture donc, dans le marché local ou international. Et c'est là que mise donc notre programme, qu'on a une femme expérimentée dans un domaine peut-être tout autre que la sienne, et qui va ouvrir donc les compétences et qui va vraiment faire un entraînement et un encadrement très personnel au cours d'une année. Et pour donc répondre à la question qu'est-ce que je donnerais comme conseil à une jeune femme, c'est vraiment de toujours se mettre en réseau. Ça a l'air très facile à dire, mais je pense que c'est tellement important de se chercher des associations qui plaisent, si c'est dédié uniquement aux femmes ou si c'est une association ou une entité comme la HK, il faut toujours se mettre en réseau, parce que je pense qu'un bon contact, il peut servir parfois 2 années plus tard, mais il va servir. Et l'inverse aussi. Donc avec ce réseau stable, on peut vraiment se créer des amis, mais aussi des contacts pour la future carrière. Et c'est pour ça que je m'engage à l'EMA. Je m'engage aussi dans une association qui s'appelle Working Moms. Je suis aussi dans une association où on travaille sur le développement durable. Donc, on peut aussi développer ses passions et chercher des gens autour. Et à partir de là, vont vraiment naître de belles choses. Oui, donc, principal conseil, c'est le réseautage, très important. Merci beaucoup, Clara Guicho. With Claire, how do you see the prospects for women in tech in the future? In your opinion, which points still need to be improved? That's a good question. Yeah, I think IT is changing the world. That's without a doubt. And half of the world's population is female, also without a doubt. This share, I think, needs to be represented in this important industry. And I mean, we've talked about this. It's evident that diversity drives innovation. So we need more women in digitization. Yeah. And I think we've just heard an example about how important AI is and how it can be biased. So I think there's just not an option. Women need to be in that industry. Women need to develop moving technologies like AI. Yeah. You asked me about what should be improved. I think we still need to shift our mindsets in society. Actually, I would go further, saying that we still need a role revolution. Yes, in 2021, I'm very sad to say it, but we still need a role revolution. In the first lockdown a year ago, I think we saw that society, not only in Germany, but all over the world, kind of panicked, and we fell back into old patterns. It was in the end the women taking care of the household, managing the family while having a job. Yeah, so crazy times, and it kind of threw us back. Yeah. So I think a few things that we need when it comes to improvement and this role revolution. First of all, we definitely need more employers, like, for example, Microsoft, who make diversity part of their DNA, who make it a core value, who enable women to have a family and a career. It is possible. And we also need, secondly, more men who support family models like a dual career couple model, like me and my husband are living, which means that we're both working. I mean, we both love our kids, but we also love our jobs. So we're both having both, yeah. And how great it is if you're both caregivers, and if it's not only the burden of one person in the family to be the breadwinner. So I think we need a shift in our mindsets and towards more flexible work-life balance models like this. And then last but not least, us women, I think we need to encourage each other more, to dare more, to talk about it, to make maybe crazy decisions, like
men, they tend to just go for it, while women always think about it a lot. And yeah, maybe we just need to be a little more crazy, you know, like me, IT, and leading a technical team without an IT background. Yes, why not? I mean, if you have the potential, then you can just learn to do it. Yeah. And I think we need to yeah, dare more, and just go for it, you know, just shift our own mindsets a little towards more growth mindset. And also what I observe, if I look at social media, I mean, social media is full of makeup and mommy blogs, and don't get me wrong, I love them. Yeah, I read them a lot. But a few weeks ago, I was wondering where the female career bloggers out there. Yeah, where are they? Where are you? Yeah, I think we need to dare more. We need to speak up, and we need to role model towards the mind shift of female careers. Yeah, and that's on us too. And then maybe another aspect of what needs to improve to also attract more females to STEM. I think as a parent, we just need to make IT cool. It's just our duty, yeah, to change the perception. Kids of today somehow often seek of professions of the past. My 3-year-old, for example, he wants to be a fireman. I mean, yeah, that's cool. That's a really cool job. But would he know what a programmer does? I don't think so, because it's something I have to teach him. I have to teach him and show him what possibilities are out there. Yeah, what professions exist. Yeah, so that's definitely on us parents, and I think it's actually the only long-term and also natural way out of the gender pay gap, and to reach gender balance in the end. Yeah. Thank you very much, Layer. Naz, please, you're working on a book about your experience of gender in tech companies. In it, you explain that there does not have to be a battle of the genders against each other. What can the role of men and women look like in a future model? Thank you. Just adding to one statement to Wiebke's explanation, for girls, if you are watching us, for women, 50% of the jobs at technical companies, 50% are done by non-technical people. You know, we are not having only engineers and, you know, software developers, etc. around us. For example, in our team, I'm IoT consultant. We are 12, and we have me and myself, and then one other colleague has a technical background. All others are psychologists, architects, you know, even sociologists we have. So you can be more courage to enter the technical jobs, yeah, even without having a technical background. It's about my book. After in launching the Women in Academy successfully, I returned to my book project, which I started earlier. Based on my initial findings, I wrote a book to help women how to survive in technical jobs. And I didn't publish it because I said it is contradicting to my vision. I don't want to help women how to survive in technical jobs, but we should better focus on how to make workplace more comfortable and inspire more women to get into technical workplaces. So I changed the direction. That means I have been writing the book for men, not for women anymore. So I had to change complete concept. And it is I call it woman guide, you know, for men in tech, and how to work together with women. I think they need it because most of my colleagues, they are not aware of our problems, because it's given for them. It's natural, you know, this work environment and the jokes that they are doing, then the behavior that they are showing in the meetings, or interrupting me or the others, you know, all this, we know this mansplaining, men interrupting, he planning, he repeating, you know, and all of these issues we face day in, day out. And I wanted to help them based on also my scientific research, writing a guide for them, a handbook,
how to communicate with women and what are dangers, what we like to hear, what we don't like to hear. So to support this vision, we also established a foundation in Germany 2 years ago. It's called Women in Tech Germany e.V. We have like 2,000 young women especially, which makes me very happy because women of my generation, I'm 50 years old, they are already, I don't know, they left the journey. They are not very active and they leave their struggles and they don't want to share, etc. But the young one, they want to change it and I want to support them with this kind of initiatives. And for the book itself, it's not published yet. As I said, I'm writing now the concept differently. And the other issue that men don't like to read books, you know. I don't know in your country, but not in Germany. I think like it's 10 or 15% of the readers are male. I'm trying to find the fancy marketing concept and title for my book, how to catch their attention to read the book. And so it should not be very difficult. And currently it's called Manpower Out. So because we used to learn always manpower in the tech jobs, manpower out, human power in. And maybe I want to get into their mindset with AI. So it's human intelligence versus artificial intelligence. Maybe I can catch their attention better there. Yeah. Merci Nad. Une question pour Madame Azaoui, qui parlait de la présence donc, des femmes dans le secteur et dans l'entreprise où elle exerce. Beaucoup de jeunes filles manquent aujourd'hui de confiance en elles pour intégrer le secteur des nouvelles technologies. Alors, Madame Azaoui, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Si vous aviez aujourd'hui devant vous des jeunes filles qui veulent s'y investir, que leur diriez-vous? Que doivent-elles faire en premier lieu? Brièvement, merci beaucoup pour la question. Le conseil que je peux donner justement à ces jeunes femmes du Maroc et à ma fille aussi, c'est ne jamais se sous-estimer et prenez votre carrière au sérieux. Les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles et intelligence et le niveau d'intelligence que les hommes. Toute fille qui a justement cette passion pour ce domaine d'intégrer le secteur technologique réussira par cette même volonté et cette même passion. Et je pense que depuis plusieurs années, le mindset des générations professionnelles a beaucoup changé et a donné de l'importance à l'intégration des femmes au même titre que les hommes. Finalement, seule la compétence et l'engagement des individus qui priment pour assurer l'efficacité attendue. C'est pour ça que j'invite toutes les filles de rester sérieuses et de prendre leur carrière et leurs études vraiment au sérieux. Parce que à la fin ou à la suite des études supérieures, il y a toujours de la place pour les femmes, pour créer de la valeur et pour réussir dans leur domaine d'activité. Donc, ayez confiance en vous. Les portes sont grandes ouvertes pour vous et vous avez tout à fait le droit de travailler et d'exceller dans le domaine de la technologie. Voilà, globalement. Merci. Donc, encourageons les jeunes filles à s'investir dans le domaine des nouvelles technologies. Je vous remercie, Madame Azaoui. Quelques questions à nos participantes. Je vais me tourner vers Clara Whitrow. Comment des pays comme le Maroc et l'Allemagne pourraient-ils collaborer sur cette thématique, à votre avis, et renforcer les qualifications des femmes dans la technologie? Je pense qu'il y a de multiples possibilités. Donc déjà, à travers le programme de mentorage, continuer aussi dans la prochaine génération à intégrer des femmes du domaine d'Allemagne et du Maroc.
Il y a aussi, donc, c'est ce que Houda a dit tout à l'heure, il y a dans le domaine universitaire, je pense, un énorme potentiel aussi. Et oui, la langue allemande, elle n'est pas facile, mais dans le domaine d'éthique, il y a par exemple l'anglais qui prévaut de toute manière. Et je pense que ça pourrait vraiment être très important de faire aussi des programmes donc, dans ce sens-là. Et qualification de personnel, je pense avoir plus d'échanges pour, par exemple, apprendre les uns des autres quels sont les modèles à faire, voir aussi pour qualifier donc, les femmes et monter avec elles le parcours de la carrière. Il y a beaucoup de possibilités et comme je dis aussi toujours, il faut aussi avoir une vision globale et régionale. Donc, le Maroc déjà se présente comme portail vers l'Afrique. Et je pense que c'est aussi dans le domaine digital le cas. Et c'est donc dans notre grand intérêt aussi, à nous les Allemands, de mieux connaître le Maroc. Et c'est ce que je considère comme ma tâche. Je suis basée à Berlin, en Allemagne. Et c'est ce que je fais un peu tous les jours ici, de sensibiliser aussi sur le grand potentiel qu'il faut connaître. Merci. Naz, do you believe that all solutions in human research can be discriminating? If yes, how do you avoid it? In human resource area, you mean? Yes. Okay. Yeah, definitely. I mean, not only in human resource processes, but everywhere around the world, we have so many publicly made examples, you know, for example, in justice systems. And the algorithm is, or let's say, you know, what is AI? In AI, we take data as input and we develop some formulas, you know, some algorithms. And then at the end, this program is making a decision. Is it A or B, or predicting the future, what will happen next, or identifying some common patterns in the data? These are three options of AI. So if we have a data which is biased, let's say we have a data which says if the person is Black, then it is probably very high that he will get again, you know, he will be arrested again. So that decision making is used by a judge as a supporting process. And judge is looking at this prediction made by AI and says, oh, then I should say now no to this release of this Black person because AI created the solution. You know, it's a very dangerous technology, the AI. That was in the justice system in the US, I think. The other one, you know, in the Amazon, there was applicants sending their CVs and female were not getting further to hiring managers task because there was a in the algorithm, they put gender as a criteria, evaluation criteria. And if gender female, then the algorithm is calculating the probability that this person is a better fit with a very low or no point in it. You know, it's so easy to manipulate AI. Is it so easy? And of course, then they took, after it became public scandal, they took this gender from the algorithm out. But there are many other ways how to keep bias in the algorithm. I mean, we have a big task because the data is used to develop AI solutions is not clear, is not fair, is not bias-free. And we take this bad quality data as a fuel, and we develop a great algorithm, fair algorithm. If we have a bad fuel, let's say, I mean, the result will not be the better one. And you can find it everywhere. In the education, for example, you know, the AI is making judgment if a pupil will go to which kind of school, yeah, for the decision making for the school director. And if there's a bias in this AI, which says if this girl or boy is coming from socially underprivileged society, then it's getting less point. Because what we know now in a lot of world, if I'm from poor background,
mainly I'm not getting that far. And we just reflected in the AI, which is very, very dangerous. So we should be aware of it. We should get involved. We should really be very, how it's called, awake about it. And then we should work how we can prevent this kind of stuff in the AI. It can happen to everywhere, to healthcare and to education, to commerce. In the social media, there's a big, big dangers, you know, that Facebook was charged, but I think they didn't get any penalty. Or in Google, everyone is using AI, and they should be regulated. They should be held accountable for the solutions that they are doing. But we are far away from these standards, from these regulations now. Mm-hmm. Can you tell us, when will your book be published and where can we find it? That's a good question. So my aim is to publish the book till end of this year. And I had only one issue with my employer. You know, I'm still working at the company, and I don't want to give any bad reputation to them, representing my bad experiences. And if I clarify with the HR department, I think we can publish it by end of the year. But as I said, it will be a man book, you know. I'm trying to address man, not woman. So, but you are all welcome to spread the word. And yeah, my aim is to have it by end of. It is like 70% of it is ready. That I'm working to finish it. Ok. Madame Azaoui, pensez-vous que l'enseignement a un impact significatif sur les performances et l'encouragement des jeunes filles à accéder à ce domaine? Et est-ce qu'il y a des programmes et des initiatives qui font la promotion de cela au Maroc? Est-ce que vous en avez connaissance? Effectivement, je pense que l'enseignement joue un rôle important dans l'intégration des femmes dans le milieu professionnel et le choix des matières par la suite. Typiquement, quand on est des étudiants ou étudiantes, le prof, quand il nous pose, quand il nous fait aimer la matière, on l'aimera pour toujours et pour la suite. Et c'est pour ça que effectivement, le choix des professeurs qui sont basés au Maroc, ils doivent avoir un certain niveau de compétences qui pourrait justement faire attirer la jeunesse vers l'éducation et les matières technologiques. Si vous le permettez, justement, vous devancez la question que j'allais vous poser par la suite et qui est comment intéresser les filles à ces matières scientifiques dès leur plus jeune âge, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça la problématique. Par contre, je vais juste vous donner une remarque que j'avais constatée quand j'ai commencé à recruter massivement les jeunes lauréats, que ce soit femmes ou hommes. Enfin, là je ne fais pas de différenciation. Effectivement, les jeunes lauréats, ils sont de très bonne qualité. Je le vois, je le constate, et c'est d'où la réussite de notre centre d'ingénierie avec les clients européens, parce qu'on constate qu'il y a cette qualité d'éducation technologique au Maroc. Ce qui peut reste à développer, c'est peut-être la partie pratique. Il faut pratiquer, il faut mettre en pratique justement ce qu'on acquis théoriquement. Voilà, votre question, est-ce qu'il y a des programmes similaires ou parascolaires qui accompagnent justement la formation? Je me rappelle, sincèrement, je me suis éloignée justement du domaine d'éducation. J'ai quelques contacts avec les écoles, mes anciennes écoles, mais je pense que oui, ça existe. J'avais pour mémoire des projets qu'on avait fait avec plusieurs sociétés de renommée dans la technologie, par exemple, qui font les convoyeurs électriques avec des circuits automatiques et automatisés.
Bon, je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit de citer les noms. On avait aussi des projets de fin d'études qu'on fait dans les sociétés et qui nous aident à mettre en pratique ce qu'on a étudié théoriquement dans les programmes. Donc, globalement l'étude au Maroc est très importante et je pense que le Maroc investit de plus en plus et on a dernièrement les universités OCP qui a Ben Gurir, M6 qui est basée à Fès. On a effectivement des universités qui sont très importantes et qui peuvent justement donner de la valeur ajoutée de plus en plus. Ce que je conseille la jeunesse, en parallèle avec leurs études technologiques, il faut la renforcer, comme a dit, je pense, Madame Clara, de renforcer justement ces études avec des soft skills, avec des compétences linguistiques qui peuvent leur ouvrir la porte à des activités worldwide qui sont au niveau mondial. Donc voilà. Je vous remercie, Madame Essaoui. Oui, que you illustrated very well how our generation is turning towards more traditional role distribution due to COVID and social media. How can we turn this trend around, and how do you prevent this from happening personally? Yeah, I think I've already kind of answered this question. I think that we, all of us, not only the parents, but all of us, we need to make IT cool. We have to promote it. Yeah, I don't know, have to make sure it's in the media. Yeah, from the kindergarten on, we should try to teach our children how cool IT is. Like, for example, a few weeks ago, we bought this little robot, yeah, that our 3-year-old can program. It's super easy, yeah, it's super basic, but still it kind of, I don't know, approaches him, yeah, to technology. Yeah, I think it's on us to just to educate our children and yeah, to kind of show them in their daily lives how cool tech is and what are the professions behind this. That's the most important thing, yeah. And I think this will automatically then attract also more females to STEM, because what do you need to study in order to be a super techie? Yeah, obviously something STEMmy, yeah. And then on the other hand, we should also make clear that it's not the only way in tech professions. Yeah, as you see in myself, you can basically you can study everything, or you can have whatever background, and as long as you have a growth mindset and you're accepting that you're a lifelong learner, yeah, you can also jump into IT without IT background. Yeah, I think we just need to educate. Yeah. Mm-hmm. Okay, thank you, Laia. And Clara Guicho, une dernière question pour vous. Quelle est votre opinion sur les quotas des femmes pour soutenir les quotas que l'on met en place pour soutenir les femmes dans le monde professionnel et surtout dans les postes de management? Je suis très favorable aux quotas des femmes. Et j'ai même fait cette expérience très particulière lorsque j'ai inauguré mon premier forum arabo-allemand de la femme. Nous étions à la Chambre de commerce de Hambourg, au nord d'Allemagne, avec donc une cinquantaine ou une centaine de femmes, dont la moitié donc venues de toute l'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Et c'était le débat de la première loi sur le quota en Allemagne. Et c'était très divisé, l'opinion allemande là-dessus. Et il y avait donc une femme, je pense, du Maroc, de la Tunisie, plusieurs, qui disaient, mais chez nous, il en existe déjà des quotas, mais qu'est-ce que vous en avez? C'est normal, c'est une bonne chose. Et les femmes allemandes ont été très surprises. Et là, encore, je vois que nous avons donc, comme je disais auparavant, beaucoup à apprendre à échanger aussi dans nos régions et nos pays respectifs. Et en Allemagne, l'année dernière, nous sommes passés à la deuxième loi de quota, qui a été aussi
poussée par plusieurs ministères et ils n'ont pas voulu la prendre. Ils disaient c'est la pandémie, on n'a pas le temps de le faire, mais elle est passée. Et du coup, nous voyons aussi que les campagnes dans les réseaux sociaux par les femmes, il y avait le hashtag Ich will, c'est-à-dire je veux, par des femmes très célèbres qui ont atteint leur poste uniquement par un quota. Et pour aussi faire un peu de pression, non seulement sur la politique, mais aussi sur les entreprises elles-mêmes, que ce n'est plus acceptable d'avoir des boards avec eux des hommes. Donc, un quota, je ne me cacherai pas derrière et dirais je n'ai pas les compétences parce que les compétences sont là. Le quota n'empêche pas d'avoir des compétences. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble de nos panélistes qui étaient parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. La première partie de Women in Tech est maintenant finie et nous vous invitons au networking avec les autres participants et à nous joindre dans les breakout rooms. Nous continuons donc dans 2 chambres différentes. La première est l'after party, où vous aurez l'opportunité d'échanger sur la thématique Women in Tech et de poser des questions directement à nos intervenantes. La deuxième est consacrée à l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi, Invest for Jobs, qui a été présentée au début de la conférence. Je vous remercie tous et vous dis donc à bientôt pour la deuxième conférence de la série Business Talks. Merci beaucoup. Merci à vous tous. I see I have to leave now. So it was very nice talk with you. Thank you. Hope to see you again. If you have any question related to women in AI or technical issues, then you can always reach out to me. Okay, thank you. Thank you very much. I have to leave too, but please feel free to find me on LinkedIn. I'm always up for one-on-ones. Just reach out. Peut-être un petit mot de la fin, chacune d'entre vous. Ben, sincèrement, je démarre parce qu'effectivement, j'ai une réunion qui a démarré en parallèle. Je vous remercie tous de la qualité de cet échange. C'était une occasion justement de partager ce que nous vivons tous les jours, notre ressenti par rapport à l'égalité de la femme. Voilà, je suis très honorée de cette rencontre et de cet échange constructif. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous, Madame Azzaoui. Merci, Madame Azzaoui. Clara? De même, merci. Merci Daoud aussi de nous avoir guidés durant toute cette session. J'aurais bien aimé venir au Maroc, en effet, pour vous rencontrer en personne et pour avoir un véritable forum, mais je trouve aussi que ce format virtuel, il nous permet aussi d'avoir au moins un groupe cible plus large. Donc, je ne sais pas qui a été connecté, mais j'espère aussi qu'il y a eu donc, de tous les coins du Maroc et des femmes qui ont été intéressées. Donc, c'est aussi une grande chance et c'est à nous de la saisir. Je vous remercie, Clara. Oui, que vous voulez peut-être nous dire un petit mot de la fin? Yes. Very important message. I think we should dare more. I want to emphasize on this. Yeah. So if you're out there and if you're, I don't know, a young woman and you're not sure what to study or which way to choose in your career, be crazy. Yeah. Reach for the stars. You can do it and go for it. Yeah. Don't limit yourself. And yeah. I think that's the very important thing that I want to emphasize. You can do everything that you want, and especially in tech, it's our place to be. Come join me in tech. Très bien. Nous allons peut-être faire une petite pause de 5 minutes avant de lancer donc les networking. Je vous remercie.